Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Vous êtes le géopolitologue et le fondateur de l'Institut de recherche internationale et stratégique. Vous avez publié Permis de tuer chez Max Milo. On va en parler dans quelques instants. Je montre cette une du journal Libération ce week-end. Gaza crie famine. Vous dites aujourd'hui c'est une réalité, cette situation, cette catastrophe humanitaire de Gaza, devant peut-être, diriez-vous, l'indifférence de l'Occident ? Alors, disons l'inaction de l'Occident. L'indifférence, non, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, mais il y a une inaction parce que personne ne fait pression sur Israël. Et sur la famine, ce n'est pas moi qui le constate, c'est l'ensemble du système humanitaire, l'ensemble des ONG qui auparavant travaillaient sur Gaza, qui ont été exclus au profit d'une fondation qui est un peu qualifiée quand même d'un peu spéciale et qui fait qu'on tire sur des gens qui viennent chercher une aide alimentaire avec un blocus qui dure depuis très longtemps. Donc effectivement, toutes les ONG, tout le système onusien, tous les acteurs qui suivent cela disent qu'il y a une situation effectivement de famine. Oui, cette agence qui est à la fois dirigée par Israël et les États-Unis est mise en cause. Vous dites aujourd'hui, elle tire sur des gens qui viennent pour l'aide humanitaire. Depuis effectivement que cette ONG qui a été créée spécialement pour l'occasion et en prenant la place de ceux qui sont habitués. Je veux dire, c'est quand même un métier, l'aide humanitaire, on n'improvise pas comme cela. Et donc, en fait, on rassemble les gens dans des endroits très précis, très peu nombreux. On les en met tous ensemble et puis on les enferme et après, on les libère. Ça crée des désordres, on leur tire dessus. Il y a quand même plusieurs dizaines de Palestiniens qui ont été tués alors qu'ils venaient chercher de l'aide alimentaire pour eux-mêmes ou leurs familles. Oui, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dit qu'elle était prête à contribuer à la distribution de cette aide humanitaire, à contribuer à la sécurité de la distribution. Oui, enfin, on voit pas trop comment cela pourrait se faire. Ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est les ONG qui étaient présentes auparavant et qui ont été exclus parce qu'ils connaissent les processus, ils connaissent les méthodes. La France sécurisée, ça veut dire quoi? On va pas envoyer des soldats, on peut peut-être aider les ONG, mais ce n'est pas la France qui va sécuriser cette aide. C'est peut-être qu'il faut, d'une part, réouvrir l'accès à l'aide humanitaire et permettre aux ONG dont c'est le métier, qui connaissent le terrain, qui connaissent cela, à revenir sur place. Oui, vous dites qu'il y a une pénurie organisée, on parle de médicaments, on parle de biens de première nécessité organisés par Israël. Quand vous bloquez l'accès à de la nourriture, de l'eau, de produits d'hygiène, de médicaments, effectivement, vous faites qu'il y a non seulement un nombre important de morts du fait des bombardements, et le chiffre retenu par l'ONU, c'est supérieur à 56 000, et il y a tous les gens qui meurent faute de soins, de leurs blessures parce qu'ils ne sont pas soignés, des maladies normales qui en d'autres temps ont été soignées, mais là, il n'y a plus de système hospitalier qui fonctionne, et puis on a des cas documentés, notamment de jeunes enfants, de bébés morts de faim. Oui, je vous montre la couverture de ce livre, Pascal Boniface, que vous avez publié, qui s'appelle Permis de tuer. C'est un cri, c'est quoi? Oui, c'est au fond, un cri, vous dites, effectivement, parce que quand tout le monde dit Israël a le droit de se défendre, bien sûr, Israël a subi une attaque terroriste le 7 octobre qui méritait effectivement que Israël se défende. Mais on voit très bien, alors qu'Israël est capable de frapper avec beaucoup de précision la porte de la prison de Téhéran, ils sont pas capables de frapper avec plus de précision les responsables du Hamas. Et donc tous les civils qui sont morts, qui ont été tués, les femmes, les enfants, c'est des gens qui étaient innocents, ce sont pas des miliciens du Hamas. Donc il n'y a pas une riposte ciblée d'Israël, il y a une riposte massive qui a fait mourir beaucoup d'innocents et qui crée quand même un trouble dans les consciences. Oui. Et dans la mesure où on voit qu'il y a une division entre le monde occidental et le sud global. Le monde occidental, notre mémoire collective, c'est la Shoah. Donc on a, par rapport à Israël, un devoir d'amitié qui est très fort et on pardonne Israël, ce qu'on pardonnerait peut-être pas à d'autres pays. Mais dans le sud global, la mémoire, elle est différente et Israël est beaucoup plus mis en cause. Alors bien sûr, il commence à y avoir des protestations du côté occidental, mais ça fait 20 mois et aucune pression n'a été faite réellement. On a pris des sanctions immédiates à l'encontre de la Russie lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine et a bombardé des civils. On n'a pas encore pris de sanctions contre Israël. Avec 2 poids, 2 mesures, au fond, oui, c'est ce que vous dites. Oui. Mais donc, vous laissez entendre qu'au fond, Israël n'a pas voulu détruire complètement le Hamas, contrairement à ce que Netanyahou dit vouloir faire, et que vous dites qu'ils auraient pu le faire beaucoup plus vite, c'est ça? Alors, surtout, ils auraient pu cibler beaucoup plus la réponse. Je veux dire, qu'ils veulent éliminer les chefs du Hamas, pourquoi pas, très bien, mais bombarder massivement, d'une part, le Hamas n'est pas éradiqué, et pour ceux qui suivent de façon plus précise la situation, ils pensent que malheureusement, comme de fait des bombardements, la classe moyenne palestinienne qui était à Gaza, les intellectuels ont tous été dispersés, et quelque part, le Hamas a renforcé sa présence sur les Palestiniens, et ces civils palestiniens ont une double peine, ils sont dirigés par le Hamas, dont ils ne veulent peut-être plus, mais ils sont bombardés aussi par les Israéliens, et donc il y a une riposte qui a été massive et pas du tout ciblée
cibler, alors que lorsque Israël veut cibler, ils savent le faire. Oui, alors vous parlez de menaces de génocide. Et vous dites au fond dans ce livre, Gaza, c'est le sous-titre génocide, négationnisme et Hasbara. Vous dites au fond, tous ces arguments s'opposent et ça c'est aussi une particularité de ce conflit pour faire qu'au fond on détourne le regard. Oui, effectivement, il y a un écran de fumée. Vous voyez bien qu'on parle moins, peut-être pas sur votre chaîne, mais en général, dans les médias, on parle moins de ce qui se passe à Gaza que dans d'autres conflits. Et on a plutôt, disons, une vue plus israélienne que palestinienne, d'autant plus qu'il n'y a aucun journaliste étranger sur place à Gaza. Ils ont été interdits de séjour et que les journalistes palestiniens qui étaient présents sont tués les uns après les autres et qu'on a donc du mal à avoir des images de ce qui se passe là-bas, même si elles circulent sur les réseaux sociaux. Et donc, dès 2024, la Cour pénale internationale, le Cour international de justice, avait reconnu un risque génocidaire. Et puis, Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans frontières parlent de génocide. La Convention de 1948 est une convention non seulement d'interdiction, mais également de prévention du génocide. Donc ça veut dire que s'il y a un risque, il faut faire quelque chose. Et pour l'instant, disons que la solidarité occidentale avec Israël a fait qu'on n'a pas voulu mettre d'entrave à l'action israélienne. Oui, alors là, on entend Benjamin Netanyahou dire qu'il est raisonnablement optimiste pour une libération des otages et on entend aussi le président américain Trump dire qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu dans la semaine. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment. Espérons-le, espérons que le feu cesse, que les otages soient libérés, effectivement. Mais déjà, à 2 occasions, il y a eu un cessez-le-feu avec un plan de libération des otages quand Biden était président et quand Trump a été élu, mais pas encore en office. Et chaque fois, c'est Israël qui a abandonné ce plan parce que les 2 alliés extrémistes de Benjamin Netanyahou, qui sont Smotrich et Ben Gvir, qui sont les plus radicaux, les messianiques, ceux qui ont lutté contre les accords d'Oslo et qui ont conduit à l'assassinat d'Isaac Rabin en 95, ceux-là lui disent, si tu acceptes le cessez-le-feu, on quitte le gouvernement et tu tombes. Et donc, pour l'instant, Benjamin Netanyahou a toujours trouvé que la pression internationale était moins forte que la pression interne de ces 2 alliés indispensables pour le maintien de sa coalition. Donc il n'y a pas cette volonté de paix affichée dans les paroles, mais dans la réalité, vous dites qu'il n'y a pas cette volonté de paix. Au fond, vous accusez Israël de vouloir aller beaucoup plus loin dans la destruction de Gaza et des Palestiniens. En fait, on bombarde tous les jours, on tue tous les jours, on bloque l'accès de l'aide humanitaire alimentaire. Et donc, quelque part, c'est le plan de Trump qui est de la Riviera sur Gaza qui est en train d'être mis en œuvre parce que Gaza est devenu invivable. Il est difficilement possible de vivre sur Gaza et donc, au fur et à mesure, la vie sur Gaza devient invivable, ce qui fait qu'on se prépare peut-être à un transfert massif de population qui sera un nettoyage ethnique. Oui, alors en même temps, on a Israël qui regarde d'un œil favorable une possible normalisation de relations avec la Syrie ou avec le Liban. Donc il n'y a pas forcément une solidarité arabe avec les Palestiniens. Il y a des pays qui ont déjà signé la paix avec Israël. Le point pour Israël, ça serait que l'Arabie saoudite bouge et reconnaisse Israël, ce que le prince héritier était prêt à faire avant le 7 octobre, là ce qu'il ne peut plus faire, du fait non pas du 7 octobre, mais de la riposte israélienne. Et ça c'est le point clé, les accords d'Abraham ne seront pas étendus à l'Arabie saoudite s'il n'y a pas une claire perspective de la création d'un État palestinien. Or, non seulement Benjamin Netanyahou, mais la très grande majorité de la classe politique israélienne refuse cette perspective de la création d'un État palestinien. Ils disent que ça serait contraire aux intérêts et à la sécurité d'Israël, et donc on est dans une impasse stratégique et politique totale. Oui, et d'un autre côté, on a le président français Emmanuel Macron qui s'apprêtait à reconnaître au nom de la France l'existence d'un État palestinien. Ça s'est remis et visiblement, ça n'est plus à l'ordre du jour. Oui, rappelez-vous, François Hollande l'avait promis dans les élections qui l'ont élu en 2012 et il ne l'a pas fait. Et là, il y a 150 pays environ qui ont reconnu la Palestine. La France, d'autrefois, aurait été peut-être plus active. Et disons que ce qui est un peu curieux dans la démarche du président de la République, c'est qu'il conditionne la reconnaissance de la Palestine par la France d'autres sujets du fait que d'autres pays arabes reconnaissent Israël. Et donc la France n'a pas à conditionner son action par l'action d'autres pays. Elle pourrait très bien reconnaître Israël. Le président Macron dit qu'il ne veut pas couper le lien avec Netanyahou et que s'il reconnaissait Israël, il couperait ce lien. Mais très honnêtement, l'influence de la France sur Netanyahou est quand même faible. Et aussi, on sait que si la France reconnaissait la Palestine, elle se mettrait en mauvaise position avec Donald Trump. C'est ça qui fait hésiter, visiblement, le président de la République. Oui, alors le président français peut être isolé après l'offensive contre l'Iran. Aujourd'hui, encore, le ministre des Affaires étrangères français dit que la France est prête à collaborer l'inspection des sites nucléaires iraniens parce que la menace est toujours là. La menace iranienne est toujours là. Alors, on peut pas
l'évaluer exactement parce qu'il faudrait aller sur place et l'AIEA et l'Iran risquent de refuser les contrôles de l'AIEA, mais très certainement que le programme nucléaire iranien a été retardé, il n'a pas été démantelé parce que les connaissances tout simplement restent là. Et donc effectivement, on voit encore le malheur qui a conduit à la dénonciation par Donald Trump en 2018 de l'accord qui a été signé par l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne avec l'Iran. Et là, effectivement, on est encore à un point... et malheureusement, je crains que le régime iranien, dont la population iranienne est fatiguée, la population iranienne voudrait que ce régime tombe, mais les bombardements ont renforcé le régime parce que dès que vous êtes bombardé, il y a un sentiment patriotique qui joue et même les critiques par rapport au régime n'ont pas applaudi au bombardement parce que quand vous êtes bombardé, vous pensez pas qu'on fait ça pour votre bien. Oui, et la répression qui se déchaîne contre la population civile en Iran. Et effectivement, au nom de la lutte contre l'espionnage, on enferme des intellectuels, des opposants. Effectivement, il y a un durcissement de la répression par le régime iranien en ce moment. Oui, on n'a pas voulu renverser le pouvoir des mollahs et Donald Trump a dit lui-même qu'il avait épargné la vie du guide suprême. Oui, mais vous tuez le guide suprême, il y a un ordre de succession, un autre guide suprême aurait été... regardez, le Hamas, ses chefs ont été tués, le Hamas existe toujours, le Hezbollah existe toujours, même s'ils sont affaiblis, effectivement. Et donc, on voit bien, et le changement de régime, les changements de régime, c'est des opérations terrestres. Je veux dire, quand on a bombardé l'Irak, il a fallu aller sur place pour le renverser. On a le cas de Kadhafi, parce qu'il y avait des troupes, des milices opposées au régime qui ont attaqué les restes avec des frappes occidentales. Et donc, en fait, le régime n'a pas été ébranlé par ces attaques, malheureusement. Oui, on a célébré, enfin certains médias, le pouvoir triomphant de Trump après cette opération iranienne. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump a vraiment le pouvoir, peut-être sur Netanyahou, de faire cesser la guerre? Il suffirait qu'il lui dise « si tu ne m'obéis pas, si tu n'écoutes pas un peu mes conseils, je coupe l'approvisionnement en armes ». Le dernier président qui a fait une très forte pression sur Israël, c'est George Bush père, lorsqu'il a dit que si la colonisation des territoires se poursuivait, il cesserait de garantir les prêts à Israël. Et du coup, le premier ministre likoudnik de l'époque, Isaac Shamir, a été battu aux élections et Isaac Rabin est arrivé au pouvoir. Il a lancé le processus de négociation avec les Palestiniens. Mais là, on en est loin et Trump ne semble pas prêt à faire pression sur Netanyahou parce qu'il partage quand même une vision, là aussi messianique. Oui. Finalement, le régime iranien, Netanyahou et Trump ont une vision assez messianique du Proche-Orient. Oui, et alors Poutine, parce qu'il faut dire un mot de l'Ukraine, là aussi, Trump promettait de résoudre cette guerre et ce conflit sur l'Ukraine en quelques jours. Et là, on voit encore aujourd'hui, on entend dire que Poutine est à genoux, c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français, mais on voit aussi en même temps que l'OTAN se réarme. Alors, Poutine est affaibli, effectivement, il n'est pas à genoux. On mise depuis longtemps sur le fait qu'il perde la guerre, ce n'est pas le cas. Et c'est aussi l'Ukraine qui est, si ce n'est à genoux, du moins très affaiblie. Alors Poutine, sur le conseil des militaires qui l'entourent, dit qu'il peut faire tomber l'Ukraine et qu'il peut l'avoir comme un fruit mûr. Donc il veut la capitulation de l'Ukraine, c'est ce qu'il a dit au ministre allemand des Affaires étrangères. Alors que Trump lui offrait quand même un accord qui était très favorable à Poutine. L'Ukraine ne rentrait pas dans l'OTAN, il gardait les territoires qu'il a conquis par la force et même les États-Unis étaient prêts à le reconnaître juridiquement, ce qui est quand même contraire à toute norme de droit international, et les États-Unis étaient prêts à lever les sanctions. Et ça ne lui suffit pas, il en veut un peu plus, mais peut-être qu'il est trop gourmand et qu'il regrettera d'avoir été trop gourmand. Mais vraiment, l'économie russe est à genoux, comme le dit Jean-Noël Barrot. Il dit qu'il a grappillé 0,25% du territoire ukrainien et que les dépenses militaires font qu'il va tomber. Oui, écoutez, on verra, ça fait longtemps que l'on prédit sa chute, mais il tient le pouvoir très fermement. Vous savez, les régimes autoritaires peuvent se maintenir même à la tête d'États affaiblis. On a vu des régimes autoritaires, leur État était affaibli, mais pas le régime. Et donc, il faut distinguer l'affaiblissement de la nation de celui du régime. Et Poutine tient très fermement les rênes du pouvoir, et ceux qui ont voulu s'opposer à lui d'une façon ou d'une autre, n'ont pas survécu, tout simplement. Oui, il se permet le luxe, je parle de Vladimir Poutine, de dire qu'il veut baisser ses dépenses militaires. Et il dit à l'attention des Occidentaux qui vont réinvestir dans l'armée au niveau de l'OTAN, qui sont ceux qui préparent la guerre. C'est sa communication, sa propagande. C'est vrai qu'il y a une décision à l'OTAN d'augmenter de façon vraiment drastique les dépenses militaires, dont on ne sait pas si elle est matériellement possible du fait des problèmes des finances publiques. Seule l'Espagne s'y est opposée, mais Poutine a lui aussi, il fait marcher la machine militaire à fond, et l'économie russe est devenue une économie quasi de guerre. Donc en fait, c'est vraiment un effort de guerre qui coûte, mais les Russes se serrent la ceinture pour financer cet effort de guerre, ou plutôt Poutine
Poutine serre la ceinture aux Russes. Oui, on parlait d'une réorganisation du monde, après notamment l'opération iranienne. Aujourd'hui, on est allé trop loin. Le monde est arrivé, c'est un monde nouveau. Pascal Boniface, c'est un monde nouveau. La Chine, Oui. la Russie, les empires. Patrick Simonin, ce qui paraît le plus grave, c'est qu'on peut se demander si le monde occidental est encore un concept valable. Avec un Donald Trump qui veut plus parler à Poutine qu'aux dirigeants européens, qui traite l'Union européenne d'ennemie, qui a été créé pour entuber les États-Unis, qui veut mettre des taxes et des tarifs à tout le monde et qui nous traite vraiment comme des ennemis et qui nous oblige à augmenter les dépenses militaires sous la promesse de conserver l'article 5 dont il dit qu'il lui-même, de l'OTAN, qu'il a plusieurs façons d'être interprété. Donc en fait, le monde occidental qui était une garantie de sécurité américaine donnée aux pays européens contre la menace de Moscou, eh bien, elle peut être remise en cause aujourd'hui. Oui, on parle de prix Nobel de la paix pour Donald Trump. Oui, peut-être un peu moins quand même après les frappes sur l'Iran, peut-être qu'il aurait été plus. Par contre, reconnaissons, il a, par la persuasion, par la force, obtenu un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui est un signe positif. Peut-être qu'il va s'en servir pour s'accaparer les richesses de la RDC, mais au moins là-dessus, sa politique de pression a réussi. Mais par contre, Ukraine, Gaza, pour l'instant, il n'a pas réussi. Oui. Et Vladimir Zelensky, prix Nobel de la paix, il vient de signer contre le traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Comme d'autres pays proxy qui sont à proximité de la Russie, il y a un effort de désarmement parce que les mines antipersonnelles, elles sont efficaces pour empêcher l'avancée d'une armée, mais elles ont quand même le redoutable défaut de continuer à tuer après la guerre et surtout des civils. C'est pour cela que cette convention, qui a été unanimement saluée, a été mise en place à la fin du XXe siècle et qu'elle est gravement remise en cause aujourd'hui. Oui. Qui sont les vainqueurs aujourd'hui de ce nouvel ordre du monde? La Chine. La Chine qui ne participe pas à la guerre et qui donc regarde cela et qui voit le discrédit du monde occidental par rapport aux différents conflits et qui, par rapport à Donald Trump impétueux qui remet en cause l'ordre international, qui remet en cause le droit international, la Chine peut se payer le luxe d'apparaître comme un pays calme, maître de soi, partenaire des autres, et qui ne menace pas d'annexer le Canada ou le Danemark. Et je veux dire, vu les propos de Trump sur cela, si la Chine décidait de croquer Taïwan, quel argument pourrait-on lui opposer? Oui, et les grands perdants de ce nouvel ordre du monde? Eh ben pour l'instant, c'est un peu l'Europe parce qu'on a été mis au défi par les Américains, on est mis au défi par les Russes et on a du mal à trouver la voie. Il y a chez beaucoup d'Européens la volonté de dire il faut quand même continuer, les États-Unis nous protègent, il faut tout accepter de Trump de peur qu'il nous délaisse. Mais je ne crois pas que ce soit en cédant à Trump qu'on renforce notre donne parce que Trump connaît le rapport de force. Et si on lui cède, il ne va pas dire qu'on est gentil et qu'il faut faire des concessions, il va dire qu'on est faible et qu'il faut appuyer encore un peu plus. Oui, c'est un monde violent où les rapports de force, vous le dites, sont très présents. Quid des valeurs qu'on entend brandir en les Europe? Valeurs sont piétinées. Voilà. Les valeurs sont piétinées depuis longtemps, mais là, plus que jamais. Le droit international qui a progressé difficilement au cours des dernières années est de plus en plus remis en cause. Et aussi bien de la part de M. Poutine que de la part de Trump et de M. Netanyahou, c'est une politique de force. La puissance compte. Et pour Trump, comme pour Poutine, le droit international est un obstacle à l'exercice de leur puissance. Et donc, il est tout à fait impossible de s'arrêter au droit international. Oui, la France est faible aujourd'hui. On pense demain, Boualem Sansal, l'écrivain enfermé en Algérie, sera fixé peut-être sur son sort. La France a usé la diplomatie plus que la force. On n'allait pas envoyer un commando libérer Boualem Sansal, qui effectivement, dont il faut souhaiter la libération. Le régime algérien se met dans une mauvaise posture à continuer à enfermer cet intellectuel. Mais disons que là, la France peut avoir un moyen de persuasion, mais elle n'a pas un moyen, elle ne peut pas ordonner au régime algérien de le libérer. Les moyens d'action de la France par rapport à cela sont relativement limités. Oui, encore un mot, Pascal Boniface. Ce livre, je rappelle, s'appelle Permis de tuer. On voit bien que le conflit au Proche-Orient est l'objet aussi en France du débat politique avec la France insoumise. Il y a les manifestations, on voit les drapeaux palestiniens en permanence. Il y a des insultes dans la rue entre Français d'origine confessionnelle différente. C'est un climat qui vient ici. Oui, effectivement, il déchaîne les passions entre les partisans d'Israël et les partisans de la cause palestinienne. Je crois que c'est surtout aussi un mouvement générationnel. Parmi les jeunes, c'est pas du tout communautaire. Parmi les jeunes sont révoltés des images de Gaza qu'ils voient et sont sensibles à cela. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mobilisation au cours de l'année dans les différentes universités parce que vraiment les images qui nous arrivent sont difficilement soutenables. Oui, et parfois, on a accusé les mouvements antisionistes de flirter avec l'antisémitisme.
l'antisémitisme. C'est aussi un argument qui est employé. Oui, c'est un argument qui est employé ad libitum par Netanyahou. Toute critique, l'ONU, Guterres, le secrétaire général de l'ONU, la Cour pénale internationale, tout cela sont antisémites. Alors, bien sûr qu'il y a une montée de l'antisémitisme, on ne peut pas le nier, mais on ne peut pas accuser l'antisémitisme tous ceux qui critiquent Netanyahou. De même qu'on ne peut pas accuser d'anti-américanisme tous ceux qui critiquent Donald Trump. Donc cet argument de manier l'arme de l'antisémitisme, qui heureusement est un combat largement partagé, pour empêcher toute critique de Netanyahou, me paraît de moins en moins acceptable. Oui, et c'est vrai que vous dites le sionisme, ça n'est pas forcément quelque chose qui défend Israël en tant que tel. Mais si le sionisme défend Israël, mais vous avez des sionistes qui sont pour la paix avec les Palestiniens. Vous avez une organisation comme B'Tselem est sioniste, Abraham Burg est sioniste, Elie Barnaby sont sionistes, le journal Haaretz est sioniste. Vous avez des sionistes qui sont pour l'occupation et pour la répression. Vous avez des sionistes qui sont pour bombarder les Palestiniens et des gens qui sont attachés viscéralement à l'État d'Israël, mais qui veulent la paix avec les Palestiniens parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt d'Israël de faire cette paix avec ses voisins. Oui, mais pour les opposants à Israël, sionisme est devenu quasiment l'insulte suprême. Et tout à fait. Qui est employée, y compris contre tous les juifs, par exemple, de France, qui subissent, et quelque part, l'antisémitisme qui se transforme en antisémitisme. Il y a effectivement ce vocabulaire, sioniste pour certains est associé à répression à Gaza, alors que il y a des gens qui sont pour la répression à Gaza, les bombardements, qui sont sionistes, comme Netanyahou, et d'autres qui veulent la paix et qui sont également sionistes. Donc on ne peut pas utiliser le même terme pour tout le monde. Oui, il y a des débats sur les réseaux sociaux et vous en êtes parfois au centre d'une extrême violence. Oui, effectivement, là on n'est pas à la modération. L'invective est la règle. C'est quelque chose que vous constatez, Pascal Boniface? Depuis longtemps et de plus en plus, parce que c'est vrai qu'aussi l'anonymat sur les réseaux sociaux permet l'insulte facile. Il y a des gens qui préfèrent insulter que réfléchir. Je pense que des émissions comme la vôtre, une chaîne comme la vôtre, doit garder un débat serein et contradictoire sur ces affaires-là. On doit pouvoir en France, on doit pouvoir en République française parler sereinement en n'étant pas d'accord, mais c'est le débat, c'est la République sur ce sujet, sans tout de suite céder aux insultes sionistes, antisémites. Ça, ce sont des insultes insupportables pour vous? Être qualifié d'antisémite. Ben oui, parce que je veux dire, ceux qui le sont ne sont pas mécontents d'être traités ainsi. Ceux qui ne le sont pas le prennent comme une insulte parce que c'est une insulte. Et quand on s'est battu contre toute forme de racisme, d'idéologie, d'antisémitisme, on voit bien que c'est une accusation pour empêcher le débat, pour empêcher un débat libre. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Oui, il y a un risque en France d'ordre public. On voit des réseaux sociaux s'enflammer alors contre une agence Orpi dont les gérants ont insulté Rima Hassan ou contre une boulangère qui a mal accueilli quelqu'un. Et là, les réseaux sociaux s'enflamment. Il y a des risques de violence, des risques de dénonciation. Il y a eu des violences. Heureusement, quand même, nos sociétés sont assez résilientes. Heureusement, il y a eu des violences, il y a eu des actes antisémites, il y a aussi des actes anti-musulmans qui sont commis. Mais heureusement, on n'a pas quand même des combats entre nous. Il faut vraiment, une fois encore, plus vous permettez le débat, plus vous empêchez les violences. Donc il faut vraiment organiser un cadre ouvert du débat pour interdire, limiter les violences, et il faut accepter tous les débats et réprimer le plus durement possible toutes les violences. Vous avez le sentiment aujourd'hui, Pascal Boniface, que tous les débats ne sont pas autorisés? Si, quand même, on peut encore parler, mais enfin, c'est vrai que ça devient un peu difficile. Il y a des partis pris qui sont faits. Et donc, surtout, c'est qu'on a de plus en plus de mal à discuter avec quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. Et moi, je suis frappé par le nombre de débats où les gens sont d'accord entre eux. C'est pas un vrai débat. Donc, il faut justement organiser des débats contradictoires pour pouvoir permettre l'expression libre des opinions et chacun a le droit de pouvoir s'exprimer librement parce que c'est le terme même à la fois de la République et du débat intellectuel. Et la démocratie, quelque part, est menacée par ce climat-là, aujourd'hui. Oui, le climat de haine menace la démocratie. C'est pour ça qu'il faut résister, c'est pour ça qu'il faut tenir bon, qu'il faut continuer à s'exprimer, ne pas avoir peur, ne pas céder au chantage. Parce que je connais beaucoup de mes collègues qui disent « Moi, je ne vais pas me parler de ça, c'est trop d'ennui. » Je veux dire, si on parle du Proche-Orient, on est insulté de toutes parts, des deux côtés, etc. Parfois même menacé physiquement. Oui, bien sûr. Et donc, il y a des gens qui préfèrent ne pas s'exprimer là-dessus. Le problème, c'est que quand le débat libre ne s'exerce pas, eh bien, il se conduit de façon plus souterraine et de façon beaucoup plus malsaine. C'est pour cela donc qu'il faut vraiment continuer à s'exprimer ouvertement dans le cadre des lois de la République qui empêchent les insultes racistes, antisémites et encore plus les violences. Merci Pascal Boniface, en toute liberté, d'être venu sur ce plateau. Permis de tuer, voilà, je montre votre livre qui est publié chez Max Milo, Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara, qui donc est un livre où vous exprimez ce que vous venez de nous dire à l'instant, donc par rapport à ce qui est en train de se passer, notamment à Gaza. Merci d'avoir été notre invité ici.